Alain Fournier, Le Grand Maulne, partie 3. Chapitre 13, le cahier de devoirs mensuels. Dans la maison pleine de tristes souvenirs, où des femmes tout le jour berçaient et consolaient un tout petit enfant malade, le vieux monsieur de Galais ne tarda pas à s'aliter. Au premier grand froid de l'hiver, il s'éteignit paisiblement, et je ne pus me tenir de verser des larmes au chevet de ce vieil homme charmant, dont la pensée indulgente et la fantaisie alliée à celle de son fils avaient été la cause de toute notre aventure. Il mourut, fort heureusement, dans une incompréhension complète de tout ce qui s'était passé, et, d'ailleurs, dans un silence presque absolu. Comme il n'avait plus depuis longtemps ni parents ni amis dans cette région de la France, il m'institua par testament son légataire universel jusqu'au retour de Maulne, à qui je devais rendre compte de tout, s'il revenait jamais. Et c'est aux Sablonnières, désormais, que j'habitais. Je n'allais plus à Saint-Benoît que pour y faire la classe, partant le matin de bonne heure, déjeunant à midi d'un repas préparé au domaine que je faisais échauffer sur le poêle, et rentrant le soir aussitôt après l'étude. Ainsi je pus garder près de moi l'enfant que les servantes de la ferme soignaient. Surtout, j'augmentais mes chances de rencontrer Augustin s'il rentrait un jour aux Sablonnières. Je ne désespérais pas d'ailleurs de découvrir à la longue dans les meubles, dans les tiroirs de la maison, quelques papiers, quelques indices qui me permit de connaître l'emploi de son temps, durant le long silence des années précédentes, et peut-être ainsi de saisir les raisons de sa fuite, ou tout au moins de retrouver sa trace. J'avais déjà vainement inspecté je ne sais combien de placards et d'armoires ouverts, dans les cabinets de débarras une quantité d'anciens cartons de toutes formes qui se trouvaient tantôt remplis de liasses de vieilles lettres et de photographies jaunies de la famille de Galais, tantôt bondés de fleurs artificielles, de plumes, d'aigrettes et d'oiseaux démodés. Il s'échappait de ces boîtes je ne sais quelle odeur fanée, quel parfum éteint, qui soudain réveillait en moi pour tout un jour les souvenirs, les regrets, et arrêtait mes recherches. Un jour de congé, enfin, j'avisai au grenier une petite vieille malle longue et basse, couverte de polis de porc à demi rongés, et que je reconnus pour être la malle d'écolier d'Augustin. Je me reprochai de n'avoir point commencé par là mes recherches. J'en fis sauter facilement la serrure rouillée. La malle était pleine jusqu'au bord des cahiers et des livres de Sainte Agathe. Arithmétique, littérature, cahiers de problèmes, que sais-je. Avec attendrissement plutôt que par curiosité, je me mis à fouiller dans tout cela, relisant les dictées que je savais encore par cœur, tant de fois nous les avions recopiées. Qu'Aqueduc de Rousseau, une aventure en Calabre de Courrier, lettre de George Sand à son fils. Il y avait aussi un cahier de devoirs mensuels. J'en fus surpris, car ces cahiers restaient au cours et les élèves ne les emportaient jamais au dehors. C'était un cahier vert, tout jauni sur les bords. Le nom de l'élève, Augustin Maulne, était écrit sur la couverture en ronde magnifique. Je l'ouvris. À la date des devoirs, avril 1890, je reconnus que Maulne l'avait commencé peu de jours avant de quitter Sainte-Agathe. Les premières pages étaient tenues avec le soin religieux qui était de règle lorsqu'on travaillait sur ce cahier de composition. Mais il n'y avait pas plus de 3 pages écrites. Le reste était blanc. Et voilà pourquoi Maulne l'avait emporté. Tout en réfléchissant, agenouillé par terre, à ses coutumes, à ces règles puériles qui avaient tenu tant de place dans notre adolescence, je faisais tourner sous mon pouce le bord des pages du cahier inachevé. Et c'est ainsi que je découvris de l'écriture sur d'autres feuillets. Après 4 pages laissées en blanc, on avait recommencé à écrire. C'était encore l'écriture de Maulne, mais rapide, mal formée, à peine lisible. De petits paragraphes, de largeur inégale, séparés par des lignes blanches. Parfois ce n'était qu'une phrase inachevée, quelquefois une date. Dès la première ligne, je jugeai qu'il pouvait y avoir là des renseignements sur la vie passée de Maulne à Paris, des indices sur la piste que je cherchais, et je descendis dans la salle à manger pour parcourir à loisir, à la lumière du jour, l'étrange document. Il faisait un jour d'hiver clair et agité. Tantôt le soleil vif dessinait les croix des carreaux sur les rideaux blancs de la fenêtre, tantôt un vent brusque jetait aux vitres une averse glacée. Et c'est devant cette fenêtre, auprès du feu, que je lus ces lignes qui m'expliquèrent tant de choses, et dont voici la copie très exacte. Chapitre 14. Le secret. Je suis passée une fois encore sous sa fenêtre. La vitre est toujours poussiéreuse et blanchie par le double rideau qui est derrière. Yvonne de Galais l'ouvrirait-elle que je n'aurais rien à lui dire puisqu'elle est mariée? Que faire maintenant? Comment vivre? Samedi 13 février. J'ai rencontré sur le quai
Cette jeune fille qui m'avait renseigné au mois de juin, qui attendait comme devant moi devant la maison fermée. Je lui ai parlé. Tandis qu'elle marchait, je regardais de côté les légers défauts de son visage. Une petite ride au coin des lèvres, un peu d'affaissement aux joues et de la poudre accumulée aux ailes du nez. Elle s'est retournée tout d'un coup et me regardant bien en face, peut-être parce qu'elle est plus belle de face que de profil, elle m'a dit d'une voix brève « Vous m'amusez beaucoup. Vous me rappelez un jeune homme qui me faisait la cour, autrefois, à Bourges. Il était même mon fiancé. » Cependant, à la nuit pleine, sur le trottoir désert et mouillé qui reflète la lueur d'un bec de gaz, elle s'est approchée de moi tout d'un coup pour me demander de l'emmener ce soir au théâtre avec sa sœur. Je remarque pour la première fois qu'elle est habillée de deuil, avec un chapeau de dame trop vieux pour sa jeune figure, un haut parapluie fin, pareil à une canne. Et comme je suis tout près d'elle, quand je fais un geste, mes ongles griffent la crêpe de son corsage. Je fais des difficultés pour accorder ce qu'elle demande. Fâchée, elle veut partir tout de suite. Et c'est moi maintenant qui la retiens et la prie. Alors un ouvrier qui passe, dans l'obscurité, plaisante à mi-voix. « N'y va pas, ma petite, il te ferait mal. » Et nous sommes restés tous les deux, interdits. Au théâtre, les deux jeunes filles, mon amie qui s'appelle Valentine Blondeau et sa sœur, sont arrivées avec de pauvres écharpes. Valentine est placée devant moi. À chaque instant, elle se retourne, inquiète, comme se demandant ce que je lui veux. Et moi, je me sens près d'elle, presque heureux. Je lui réponds chaque fois par un sourire. Tout autour de nous, il y avait des femmes trop décolletées, et nous plaisantions. Elle souriait d'abord, puis elle a dit « Il ne faut pas que je rie. Moi aussi, je suis trop décolletée. » Et elle s'est enveloppée dans son écharpe. En effet, sous le carré de dentelle noire, on voyait que, dans sa hâte à changer de toilette, elle avait refoulé le haut de sa simple chemise montante. Il y a en elle je ne sais quoi de pauvre et de puéril. Il y a dans son regard je ne sais quel air souffrant et hasardeux qui m'attire. Près d'elle, le seul être au monde qui ait pu me renseigner sur les gens du domaine, je ne cesse de penser à mon étrange aventure de jadis. J'ai voulu l'interroger de nouveau sur le petit hôtel du boulevard. Mais, à son tour, elle m'a posé des questions si gênantes que je n'ai rien su répondre. Je sens que désormais nous serons tous les deux muets sur ce sujet. Et pourtant je sais aussi que je la reverrai. À quoi bon? Et pourquoi? Suis-je condamnée maintenant à suivre à la trace tout être qui portera en soi le plus vague, le plus lointain relent de mon aventure manquée? À minuit, seule, dans la rue déserte, je me demande ce que me veut cette nouvelle et bizarre histoire. Je marche le long des maisons, pareilles à des boîtes en carton alignées dans lesquelles tout un peuple dort. Et je me souviens tout d'un coup d'une décision que j'avais prise l'autre mois. J'avais résolu d'aller là-bas en pleine nuit, vers 1 heure du matin, de contourner l'hôtel, d'ouvrir la porte du jardin, d'entrer comme un voleur et de chercher un indice quelconque qui me permît de retrouver le domaine perdu, pour la revoir, seulement la revoir. Mais je suis fatiguée, j'ai faim. Moi aussi je me suis hâtée de changer de costume avant le théâtre et je n'ai pas dîné. Agité, inquiet pourtant, je reste longtemps assis sur le bord de mon lit avant de me coucher, en proie à un vague remords. Pourquoi? Je note encore ceci. Elles n'ont pas voulu ni que je les reconduise, ni me dire où elles demeuraient. Mais je les ai suivies aussi longtemps que j'ai pu. Je sais qu'elles habitent une petite rue qui tourne aux environs de Notre-Dame. Mais à quel numéro? J'ai deviné qu'elles étaient couturières ou modistes. En se cachant de sa sœur, Valentine m'a donné rendez-vous pour jeudi à 4 heures, devant le même théâtre où nous sommes allés. Si je n'étais pas là jeudi, a-t-elle dit, revenez vendredi à la même heure, puis samedi, et ainsi de suite, tous les jours. Jeudi 18 février. Je suis partie pour l'attendre dans le grand vent qui charrie de la pluie. On se disait à chaque instant, il va finir par pleuvoir. Je marchais dans la demi-obscurité des rues, un poids sur le cœur. Il tombe une goutte d'eau. Je crains qu'il ne pleuve, une averse peut l'empêcher de venir. Mais le vent se reprend à souffler, et la pluie ne tombe pas cette fois encore. Là-haut, dans le gris après-midi du ciel, tantôt gris et tantôt éclatant, un grand nuage a dû céder au vent. Et je suis ici terrée, dans une attente misérable. Devant le théâtre. Au bout d'un quart d'heure, je suis certain qu'elle ne viendra pas. Du quai où je suis, je surveille au loin sur le pont par lequel elle aurait dû venir le défilé des gens qui passent. J'accompagne du regard toutes les jeunes femmes en deuil que je vois venir, et je me sens presque de la reconnaissance pour celles qui, le plus longtemps, le plus près de moi, lui ont ressemblé et m'ont fait espérer. 1 heure d'attente. Je suis lasse.
À la tombée de la nuit, un gardien de la paix traîne au poste voisin un voyou qui lui jette d'une voix étouffée toutes les injures, toutes les ordures qu'il sait. L'agent est furieux, pâle, muet. Dès le couloir, il commence à cogner, puis il referme sur eux la porte pour battre le misérable tout à l'aise. Il me tint cette pensée affreuse que j'ai renoncé au paradis et que je suis en train de piétiner aux portes de l'enfer. De guerre lasse, je quitte l'endroit et je gagne cette rue étroite et basse entre la Seine et Notre-Dame, où je connais à peu près la place de leur maison. Tout seul je vais et viens. De temps à autre, une bonne ou une ménagère sort sous la petite pluie pour faire ses emplettes avant la nuit. Il n'y a rien ici pour moi, et je m'en vais. Je repasse, dans la pluie claire qui retarde la nuit, sur la place où nous devions nous attendre. Il y a plus de monde que tout à l'heure, une foule noire. Supposition, désespoir, fatigue. Je me raccroche à cette pensée. Demain. Demain, à la même heure, en ce même endroit, je reviendrai l'attendre. Et j'ai grand hâte que demain soit arrivé. Avec ennui, j'imagine la soirée d'aujourd'hui, puis la matinée du lendemain, que je vais passer dans le désœuvrement. Mais déjà, cette journée n'est-elle pas presque finie? Rentré chez moi, près du feu, j'entends crier les journaux du soir. Sans doute de sa maison perdue quelque part dans la ville, auprès de Notre-Dame, elle les entend aussi. Elle, je veux dire Valentine. Cette soirée que j'avais voulu escamoter me pèse étrangement. Tandis que l'heure avance, que ce jour-là va bientôt finir, et que déjà je le voudrais fini, il y a des hommes qui lui ont confié tout leur espoir, tout leur amour et leur dernière force. Il y a des hommes mourants, d'autres qui attendent une échéance, et qui voudraient que ce ne soit jamais demain. Il y en a d'autres pour qui demain pointera comme un remords. D'autres qui sont fatigués, et cette nuit ne sera jamais assez longue pour leur donner tout le repos qu'il faudrait. Et moi qui ai perdu ma journée, de quel droit est-ce que j'ose appeler demain? Vendredi soir. J'avais pensé écrire à la suite, je ne l'ai pas revu, et tout aurait été fini. Mais en arrivant ce soir à 4 heures au coin du théâtre, la voici. Fine et grave, vêtue de noir, mais avec de la poudre au visage et une collerette qui lui donne l'air d'un Pierrot coupable. Un air à la fois douloureux et malicieux. C'est pour me dire qu'elle veut me quitter tout de suite, qu'elle ne viendra plus. Et pourtant, à la tombée de la nuit, nous voici encore tous les deux, marchant lentement l'un près de l'autre, sur le gravier des Tuileries. Elle me raconte son histoire, mais d'une façon si enveloppée que je comprends mal. Elle dit mon amant en parlant de ce fiancé qu'elle n'a pas épousé. Elle le fait exprès, je pense, pour me choquer, et pour que je ne m'attache point à elle. Il y a des phrases d'elle que je transcris de mauvaise grâce. N'ayez aucune confiance en moi, dit-elle. Je n'ai jamais fait que des folies. J'ai couru des chemins toute seule, j'ai désespéré mon fiancé, je l'ai abandonné parce qu'il m'admirait trop. Il ne me voyait qu'en imagination et non point telle que j'étais. Or, je suis pleine de défauts. Nous aurions été très malheureux. À chaque instant, je la surprends en train de se faire plus mauvaise qu'elle n'est. Je pense qu'elle veut se prouver à elle-même qu'elle a eu raison jadis de faire la sottise dont elle parle, qu'elle n'a rien à regretter et n'était pas digne du bonheur qui s'offrait à elle. Une autre fois. Ce qui me plaît en vous, m'a-t-elle dit en me regardant longuement, ce qui me plaît en vous, je ne puis savoir pourquoi, ce sont mes souvenirs. Une autre fois. Je l'aime encore, disait-elle, plus que vous ne le pensez. Et puis soudain, brusquement, brutalement, tristement. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous m'aimez vous aussi? Vous aussi, vous allez demander ma main? J'ai balbutié. Je ne sais pas ce que j'ai répondu. Peut-être ai-je dit oui. Cette espèce de journal s'interrompait là. Commençaient alors des brouillons de lettres illisibles, informes, raturés, précaires fiançailles. La jeune fille, sur la prière de Maulne, avait abandonné son métier. Lui s'était occupé des préparatifs du mariage, mais sans cesse repris par le désir de chercher encore, de partir encore sur la trace de son amour perdu. Il avait dû sans doute plusieurs fois disparaître. Et dans ses lettres, avec un embarras tragique, il cherchait à se justifier devant Valentine. Chapitre 15. Le secret. Suite. Puis le journal reprenait. Il avait noté des souvenirs sur un séjour qu'ils avaient fait tous deux à la campagne, je ne sais où. Mais, chose étrange, à partir de cet instant, peut-être par un sentiment de pudeur secrète, le journal était rédigé de façon si hachée, si informe, griffonné si hâtivement aussi, que j'ai dû reprendre moi-même et reconstituer toute cette partie de son histoire. 14 juin. Lorsqu'il s'éveilla de grand matin dans la chambre de l'auberge, le soleil avait allumé les dessins rouges du rideau noir.
Des ouvriers agricoles dans la salle du bas parlaient fort en prenant le café du matin. Ils s'indignaient, en phrases rudes et paisibles, contraints de leur patron. Depuis longtemps sans doute, Maulne entendait dans son sommeil ce calme bruit. Car il n'y prit point garde d'abord. Ce rideau semé de grappes rougies par le soleil, ces voix matinales montant dans la chambre silencieuse, tout cela se confondait dans l'impression unique d'un réveil à la campagne, au début de délicieuses grandes vacances. Il se leva, frappa doucement à la porte voisine sans obtenir de réponse, et l'entr'ouvrit sans un bruit. Il aperçut alors Valentine et comprit d'où lui venait tant de paisible bonheur. Elle dormait, absolument immobile et silencieuse, sans qu'on l'entendît respirer, comme un oiseau doit dormir. Longtemps, il regarda ce visage d'enfant aux yeux fermés, ce visage si qui est qu'on eût souhaité ne l'éveiller, ne le troubler à jamais. Elle ne fit pas d'autre mouvement pour montrer qu'elle ne dormait plus que d'ouvrir les yeux et de regarder. Dès qu'elle fut habillée, Maulne revint près de la jeune fille. « Nous sommes en retard, dit-elle. » Et ce fut aussitôt une ménagère dans sa demeure. Elle mit de l'ordre dans les chambres, brossa les habits que Maulne avait portés la veille, et quand elle revint en pantalon, se désola. Le bas des jambes était couvert d'une boue épaisse. Elle hésita, puis soigneusement, avec précaution, avant de le brosser, elle commença par râper la première épaisseur de terre avec un couteau. « C'est ainsi, dit Maulne, que faisaient les gamins de Sainte-Agathe quand ils s'étaient flanqués dans la boue. »« Moi, c'est ma mère qui m'a enseigné cela, dit Valentine. Et telle était bien la compagne que devait souhaiter, avant son aventure mystérieuse, le chasseur et le paysan qu'était le grand Maulne. 15 juin. À ce dîner, à la ferme, où grâce à leurs amis qui les avaient présentés comme mari et femme, ils furent conviés, à leur grand ennui, elle se montra timide comme une nouvelle mariée. On avait allumé les bougies de 2 candélabres, à chaque bout de la table couverte de toiles blanches, comme à une paisible noce de campagne. Les visages, dès qu'ils se penchaient, sous cette faible clarté, saignaient dans l'ombre. Il y avait à la droite de Patrice, le fils du fermier, Valentine, puis Maulne, qui demeura taciturne jusqu'au bout, bien qu'on s'adressât presque toujours à lui. Depuis qu'il avait résolu dans ce village perdu, afin d'éviter les commentaires, de faire passer Valentine pour sa femme, un même regret, un même remords le désolait. Et tandis que Patrice, à la façon d'un gentilhomme campagnard, dirigeait de dîner, « C'est moi, pensait Maulne, qui devrais ce soir dans une salle basse comme celle-ci, une belle salle que je connais bien, présider le repas de mes noces. » Près de lui, Valentine refusait timidement tout ce qu'on lui offrait. On eût dit une jeune paysanne. À chaque tentative nouvelle, elle regardait son ami et semblait vouloir se réfugier contre lui. Depuis longtemps, Patrice insistait vainement pour qu'elle vidât son verre, lorsqu'enfin Maulne se pencha vers elle et lui dit doucement « Il faut boire, ma petite Valentine. » Alors, docilement, elle but. Et Patrice félicita en souriant le jeune homme d'avoir une femme aussi obéissante. Mais tous les deux, Valentine et Maulne, restaient silencieux et pensifs. Ils étaient fatigués d'abord. Leurs pieds trempés par la boue de la promenade étaient glacés sur les carreaux lavés de la cuisine. Et puis de temps à autre, le jeune homme était obligé de dire « Ma femme, Valentine, ma femme. » Et chaque fois en prononçant sourdement ce mot, devant ces paysans inconnus dans cette salle obscure, il avait l'impression de commettre une faute. 17 juin. L'après-midi du dernier jour commença mal. Patrice et sa femme les accompagnèrent à la promenade. Peu à peu, sur la pente inégale couverte de bruyères, les deux couples se trouvèrent séparés. Maulne et Valentine s'assirent entre les genévriers dans un petit taillis. Le vent portait des gouttes de pluie et le temps était bas. La soirée avait un goût amer, semblait-il, le goût d'un tel ennui que l'amour même ne le pouvait distraire. Longtemps ils restèrent là, dans leur cachette, abrités sous les branches, parlant peu. Puis le temps se leva, il fit beau. Ils crurent que maintenant tout irait bien. Ils commencèrent à parler d'amour. Valentine parlait et parlait. « Voici, disait-elle, ce que me promettait mon fiancé comme un enfant qu'il était. Tout de suite, nous aurions une maison comme une chaumière perdue dans la campagne. Elle était toute prête, disait-il. Nous serions arrivés comme au retour d'un grand voyage, le soir de notre mariage, vers cette heure-ci, qui est proche de la nuit. Et par les chemins, dans la cour, cachés dans les bosquets, des enfants inconnus nous auraient fait fête, criant « Vive la mariée !» Quelle folie, n'est-ce pas? Maulne, interdit, soucieux, l'écoutait. Il retrouvait dans tout cela comme l'écho d'une voix déjà entendue. Et il y avait aussi dans le ton de la jeune fille, lorsqu'elle contait cette histoire, un vague regret. Mais elle eut peur de l'avoir blessé. Elle se retourna vers lui avec élan, avec douceur. « À vous, dit-elle,
Je veux donner tout ce que j'ai. Quelque chose qui ait été pour moi plus précieux que tout. Et vous le brûlerez. » Alors, en le regardant fixement d'un air anxieux, elle sortit de sa poche un petit paquet de lettres qu'elle lui tendit. Les lettres de son fiancé. Tout de suite, il reconnut la fine écriture. Comment n'y avait-il jamais pensé plus tôt? C'était l'écriture de Franz le Bohémien qu'il avait vue jadis sur le billet désespéré laissé dans la chambre du domaine. Il marchait maintenant sur une petite route étroite entre les pâquerettes et les foins éclairés obliquement par le soleil de 5 heures. Si grande était sa stupeur que Moon ne comprenait pas encore quelle déroute pour lui tout cela signifiait. Il lisait parce qu'elle lui avait demandé de lire. Des phrases enfantines, sentimentales, pathétiques. Celle-ci dans la dernière lettre. « Vous avez perdu le petit cœur impardonnable, petite Valentine. Que va-t-il nous arriver? Enfin, je ne suis pas superstitieux. » Maud ne lisait, à demi aveuglée de regret et de colère, le visage immobile, mais tout pâle, avec des frémissements sous les yeux. Valentine, inquiète de le voir ainsi, regarda où il en était et ce qu'il fâchait ainsi. « C'est, expliqua-t-elle très vite, un bijou qu'il m'avait donné en me faisant jurer de le garder pour toujours. C'était là une de ses idées folles. » Mais elle ne fit qu'exaspérer Maud. « Folle !» dit-il en mettant les lettres dans sa poche. « Pourquoi répéter ce mot? Pourquoi n'avoir jamais voulu croire en lui? Je l'ai connu. C'était le garçon le plus merveilleux au monde. »« Vous l'avez connu ?» dit-elle au comble de l'émoi. « Vous avez connu Franz de Galais. C'était mon ami le meilleur. C'était mon frère d'aventure. Et voilà que je lui ai pris sa fiancée. » poursuivit-il avec fureur. « Quel mal vous nous avez fait, vous qui n'avez voulu croire à rien. Vous êtes cause de tout. C'est vous qui avez tout perdu, tout perdu. » Elle voulut lui parler, lui prendre la main, mais il la repoussa brusquement. « Allez-vous-en, laissez-moi. » « Eh bien, s'il en est ainsi, dit-elle le visage en feu, bégayant et pleurant à demi, je partirai en effet. Je rentrerai à Bourges chez nous avec ma sœur. Et si vous ne revenez pas me chercher, vous savez, n'est-ce pas, que mon père est trop pauvre pour me garder. Eh bien, je repartirai pour Paris. Je battrai les chemins comme je l'ai déjà fait une fois. Je deviendrai certainement une fille perdue, moi qui n'ai plus de métier. » Et elle s'en alla chercher ses paquets pour prendre le train, tandis que Maud, sans même la regarder partir, continuait à marcher au hasard. Le journal s'interrompait de nouveau. Suivaient encore des brouillons de lettres, lettres d'un homme indécis, égaré. Rentrée à la Ferté d'Angillon, Maud l'écrivait à Valentine en apparence pour lui affirmer sa résolution de ne jamais la revoir et lui en donner des raisons précises. Mais en réalité, peut-être pour qu'elle lui répondît. Dans une de ses lettres, il lui demandait ce que, dans son désarroi, il n'avait pas même songé d'abord à lui demander. Savait-elle où se trouvait le Tommen tant cherché? Dans une autre, il la suppliait de se réconcilier avec Franz de Galais. Lui-même se chargeait de le retrouver. Toutes les lettres dont je voyais le brouillon n'avaient pas dû être envoyées. Mais il avait dû écrire 2 ou 3 fois sans jamais obtenir de réponse. Ça avait été pour lui une période de combat affreux et misérable, dans un isolement absolu. L'espoir de revoir jamais Yvonne de Galais s'étant complètement évanoui, il avait dû peu à peu sentir sa grande résolution faiblir. Et d'après les pages qui vont suivre, les dernières de son journal, j'imagine qu'il dut un beau matin du début des vacances louer une bicyclette pour aller à Bourges visiter la cathédrale. Il était parti à la première heure par la belle route droite entre les bois, inventant en chemin 1000 prétextes à se présenter dignement, sans demander une réconciliation, devant celle qui l'avait chassé. Les 4 dernières pages que j'ai pu reconstituer racontaient ce voyage et cette dernière faute. Chapitre 16. Le secret. Fin. 25 août. De l'autre côté de Bourges, à l'extrémité des nouveaux faubourgs, il découvrit, après avoir longtemps cherché, la maison de Valentine Blondeau. Une femme, la mère de Valentine, sur le pas de la porte, semblait l'attendre. C'était une bonne figure de ménagère, lourde, fripée, mais belle encore. Elle le regardait venir avec curiosité, et lorsqu'il lui demanda si Valentine Blondeau était ici, elle lui expliqua doucement, avec bienveillance, qu'elles étaient rentrées à Paris depuis le 15 août. « Elles m'ont défendu de dire où elles allaient, » ajouta-t-elle. « Mais en écrivant à leur ancienne adresse, on fera suivre leurs lettres. » En revenant sur ses pas, sa bicyclette à la main, à travers le jardinet, il pensait « Elle est partie. Tout est fini comme je l'ai voulu. C'est moi qui l'ai forcée à cela. Je deviendrai certainement une fille perdue, disait-elle, et c'est moi qui l'ai jetée là.
C'est moi qui ai perdu la fiancée de Franz. Et tout bas, il se répétait avec folie, tant mieux, tant mieux. Avec la certitude que c'était bien tant pis, au contraire, et que sous les yeux de cette femme, avant d'arriver à la grille, il allait buter des 2 pierres et tomber sur les genoux. Il ne pensa pas à déjeuner et s'arrêta dans un café où il écrivait longuement à Valentine, rien que pour crier, pour se délivrer du cri désespéré qui l'étouffait. Sa lettre répétait indéfiniment. Vous avez pu, vous avez pu, vous avez pu vous résigner à cela. Vous avez pu vous perdre ainsi. Près de lui, des officiers buvaient. L'un d'eux racontait bruyamment une histoire de femme qu'on entendait par bribes. Je lui ai dit, vous devez bien me reconnaître. J'ai fait la partie avec votre mari tous les soirs. Les autres riaient et, détournant la tête, crachaient derrière les banquettes. Hâves et poussiéreux, Maule ne les regardait comme un mendiant. Il les imagina tenant Valentine sur leurs genoux. Longtemps, à bicyclette, il erra autour de la cathédrale, se disant obscurément « En somme, c'est pour la cathédrale que j'étais venu. » Au bout de toutes les rues, sur la place déserte, on la voyait monter énorme et indifférente. Ces rues étaient étroites et souillées comme les ruelles qui entourent les églises de village. Il y avait çà et là l'enseigne d'une maison louche, d'une lanterne rouge. Maule ne sentait sa douleur perdue, dans ce quartier malpropre, vicieux, réfugié, comme aux anciens âges, sous les arcs-boutants de la cathédrale. Il lui venait une crainte de paysan, une répulsion pour cette église de la ville où tous les vices sont sculptés dans des cachettes, qui est bâtie entre les mauvais lieux et qui n'a pas de remède pour les plus pures douleurs d'amour. 2 filles vinrent à passer, se tenant par la taille et le regardant effrontément. Par dégoût ou par jeu pour se venger de son amour ou pour l'abîmer, Maule ne les suivit lentement à bicyclette. Et l'une d'elles, une misérable fille dont les rares cheveux blonds étaient tirés en arrière par un faux chignon, lui donna rendez-vous pour 6 heures au jardin de l'archevêché, le jardin où Franz, dans une de ses lettres, donnait rendez-vous à la pauvre Valentine. Il ne dit pas non, sachant qu'à 7 heures, il aurait depuis longtemps quitté la ville. Et de sa fenêtre basse dans la rue en pente, elle resta longtemps à lui faire des signes vagues. Il avait hâte de reprendre son chemin. Avant de partir, il ne put résister au morne désir de passer une dernière fois devant la maison de Valentine. Il regarda de tous ses yeux et put faire provision de tristesse. C'était une des dernières maisons du faubourg et la rue devenait une route à partir de cet endroit. En face, une sorte de terrain vague formé comme une petite place. Il n'y avait personne aux fenêtres, ni dans la cour, nulle part. Seul, le long d'un mur, traînant 2 gamins en guenilles, une sale fille poudrée passa. C'est là que l'enfance de Valentine s'était écoulée. Là qu'elle avait commencé à regarder le monde de ses yeux confiants et sages. Elle avait travaillé, cousue, derrière ses fenêtres. Et Franz s'était passé pour la voir, lui sourire dans cette rue de faubourg. Mais maintenant il n'y avait plus rien. Rien. La triste soirée durait et Maule ne savait seulement que quelque part, perdu durant ce même après-midi, Valentine regardait passer dans son souvenir cette place morne où jamais elle ne viendrait plus. Le long voyage qu'il lui restait à faire pour rentrer devait être son dernier recours contre sa peine, cette dernière distraction forcée avant de s'y enfoncer tout entier. Il partit. Aux environs de la route, dans la vallée, de délicieuses maisons fermières entre les arbres au bord de l'eau montraient leurs pignons pointus garnis de treillis verts. Sans doute là-bas sur les pelouses, des jeunes filles attentives parlaient de l'amour. On imaginait là-bas des âmes, de belles âmes. Mais pour Maule, à ce moment, il n'existait plus qu'un seul amour, cet amour mal satisfait qu'on venait de souffleter si cruellement. Et la jeune fille, entre toutes, qu'il eût dû protéger, sauvegarder, était justement celle-là qu'il venait d'envoyer à sa perte. Quelques lignes hâtives du journal m'apprenaient encore qu'il avait formé le projet de retrouver Valentine coûte que coûte, avant qu'il fût trop tard. Une date, dans un coin de page, me faisait croire que c'était là ce long voyage pour lequel Madame Maule ne faisait des préparatifs lorsque j'étais venue à la Ferté-d'Angillon pour tout déranger. Dans la mairie abandonnée, Maule ne notait ses souvenirs et ses projets par un beau matin de la fin du mois d'août, lorsque j'avais poussé la porte et lui avais apporté la grande nouvelle qu'il n'attendait plus. Il avait été repris, immobilisé par son ancienne aventure, sans oser rien faire ni rien avouer. Alors avaient commencé les remords, le regret et la peine, tantôt étouffés, tantôt triomphants, jusqu'au jour des noces, où le cri du bohémien dans les sapins lui avait théâtralement rappelé son premier serment de jeune homme. Sur ce même cahier de devoirs mensuels, il avait encore griffonné quelques mots en hâte, à l'aube, avant de quitter avec sa permission, mais pour toujours, Yvonne de Galais, son épouse depuis la veille. Je pars. Il faudra bien que je retrouve la piste des 2 bohémiens qui sont venus hier dans la sapinière et qui sont partis vers l'est à bicyclette.
Je ne reviendrai près d'Yvonne que si je puis ramener avec moi et installer dans la maison de Franz et Valentine mariés. Ce manuscrit que j'avais commencé comme un journal secret et qui est devenu ma confession sera, si je ne reviens pas, la propriété de mon ami François Sorel. Il avait dû glisser le cahier en hâte sous les autres, refermer à clé son ancienne petite malle d'étudiant et disparaître. Épilogue. Le temps passa. Je perdais l'espoir de revoir jamais mon compagnon, et de mornes jours s'écoulaient dans l'école paysanne, de tristes jours dans la maison déserte. Franz ne vint pas au rendez-vous que je lui avais fixé, et d'ailleurs ma tante Moinelle ne savait plus depuis longtemps où habitait Valentine. La seule joie des Sablonnières, ce fut bientôt la petite fille qu'on avait pu sauver. À la fin de septembre, elle s'annonçait même comme une solide et jolie petite fille. Elle allait avoir 1 an. Cramponnée au barreau des chaises, elle les poussait toute seule, s'essayant à marcher sans prendre garde aux chutes, et faisait un tintamarre qui réveillait longuement les échos sourds de la demeure abandonnée. Lorsque je la tenais dans mes bras, elle ne souffrait jamais que je lui donne un baiser. Elle avait une façon sauvage et charmante en même temps de frétiller et de me repousser la figure avec sa toute petite main ouverte, en riant aux éclats. De toute sa gaieté, de toute sa violence enfantine, on eût dit qu'elle allait chasser le chagrin qui pesait sur la maison depuis sa naissance. Je me disais parfois, sans doute malgré cette sauvagerie, sera-t-elle un peu mon enfant. Mais une fois encore, la Providence en décida autrement. Un dimanche matin de la fin de septembre, je m'étais levée de fort bonne heure, avant même la paysanne qui avait la garde de la petite fille. Je devais aller pêcher au Cher avec 2 hommes de Saint-Benoît et Jasmin de Louche. Souvent, ainsi, les villageois d'alentour s'entendaient avec moi pour de grandes parties de braconnage. Pêche à la main, la nuit, pêche aux éperviers prohibés. Tout le temps de l'été, nous partions les jours de congé dès l'aube et nous ne rentrions qu'à midi. C'était le gagne-pain de presque tous les hommes. Quant à moi, c'était mon seul passe-temps, les seules aventures qui me rappelassent les équipées de jadis. Et j'avais fini par prendre goût à ces randonnées, à ces longues pêches le long de la rivière ou dans les roseaux de l'étang. Ce matin-là, j'étais donc debout, à 5h30, devant la maison, sous un petit hangar adossé au mur qui séparait le jardin anglais des Sablonnières du jardin potager de la ferme. J'étais occupée à démêler mes filets que j'avais jetés en tas le jeudi d'avant. Il ne faisait pas jour tout à fait. C'était le crépuscule d'un beau matin de septembre. Et le hangar où je démêlais à la hâte mes engins se trouvait à demi plongé dans la nuit. J'étais là, silencieux et affairé, lorsque soudain j'entendis la grille s'ouvrir. Un pas criait sur le gravier. « me dis-je, voici mes gens plutôt que je n'aurais cru, et moi qui ne suis pas prêt. » Mais l'homme qui entrait dans la cour m'était inconnu. C'était, tant que je pus distinguer, un grand gaillard barbu, habillé comme un chasseur ou un braconnier. Au lieu de venir me trouver là où les autres savaient que j'étais toujours, à l'heure de nos rendez-vous, il gagnait directement la porte d'entrée. Bon, pensai-je, c'est quelqu'un de leurs amis qu'ils auront convié sans me le dire et qu'ils l'auront envoyé en éclaireur. L'homme fit jouer doucement, sans bruit, le loquet de la porte. Mais je l'avais refermé aussitôt sorti. Il fit de même à l'entrée de la cuisine. Puis, hésitant un instant, il tourna vers moi, éclairé par le demi-jour, sa figure inquiète. Et c'est alors seulement que je reconnus le grand Maulne. Un long moment, je restai là, effrayé, désespéré, repris soudain par toute la douleur qu'avait réveillée son retour. Il avait disparu derrière la maison, on avait fait le tour, et il revenait, hésitant. Alors je m'avançai vers lui, et sans rien dire, je l'embrassai en sanglotant. Tout de suite il comprit. « Oh » dit-il d'une voix brève. « Elle est morte, n'est-ce pas ?» Et il resta là, debout, sourd, immobile et terrible. Je le pris par le bras et doucement je l'entraînai vers la maison. Il faisait jour maintenant. Tout de suite, pour que le plus dur fût accompli, je lui fis monter l'escalier qui menait vers la chambre de la morte. Sitôt entré, il tomba à genoux devant le lit et longtemps resta la tête enfouie dans ses bras. Il se releva enfin, les yeux égarés, titubant, ne sachant où il était. Et, toujours le guidant par le bras, j'ouvris la porte qui faisait communiquer cette chambre avec celle de la petite fille. Elle s'était éveillée toute seule, pendant que sa nourrice était en bas, et délibérément s'était assise dans son berceau. On voyait tout juste sa tête étonnée tournée vers nous. « Voici ta fille, » dis-je. Il eut un sursaut et me regarda. Puis il la saisit et l'enleva dans ses bras. Il ne put pas bien la voir d'abord parce qu'il pleurait. Alors, pour détourner un peu ce grand attendrissement et ce flot de larmes, tout en la tenant très serrée contre lui, assise sur son bras droit,
Il tourna vers moi sa tête baissée et me dit « Je les ai ramenés, les deux autres. Tu iras les voir dans leur maison. » Et en effet, au début de la matinée, lorsque je m'en allais, tout pensif et presque heureux, vers la maison de Franz, qu'Yvonne de Gallet m'avait jadis montrée déserte, j'aperçus de loin une manière de jeune ménagère en collerette qui balayait le pas de sa porte, objet de curiosité et d'enthousiasme pour plusieurs petits vachers endimanchés qui s'en allaient à la messe. Cependant, la petite fille commençait à s'ennuyer d'être serrée ainsi, et comme Augustin, la tête penchée de côté pour cacher et arrêter ses larmes, continuait à ne pas la regarder, elle lui flanqua une grande tape de sa petite main sur sa bouche barbue et mouillée. Cette fois, le père leva bien haut sa fille, la fit sauter au bout de ses bras et la regarda avec une espèce de rire. Satisfaite, elle battit des mains. Je m'étais légèrement reculée pour mieux les voir. Un peu déçue et pourtant émerveillée, je comprenais que la petite fille avait enfin trouvé là le compagnon qu'elle attendait obscurément. La seule joie que me laissait le grand Maud. Je sentais bien qu'il était revenu pour me l'apprendre. Et déjà je l'imaginais la nuit, enveloppant sa fille dans un manteau, et partant avec elle pour de nouvelles aventures.